De nombreux détectives avaient estimé que Peter Sutcliffe est un suspect très crédible. Sutcliffe aurait pu être arrêté bien plus tôt et plusieurs victimes auraient pu être sauvées. Bonsoir, il s'appelait Peter Sutcliffe, mais la légende criminelle lui avait donné depuis longtemps un tout autre nom, l'éventreur du Yorkshire, l'un des pires tueurs en série qu'aura jamais connu l'Angleterre, au moins 13 femmes sauvagement assassinées et 7 autres attaquées entre 1975 et 1980 dans un même triangle du centre de l'Angleterre, entre les villes de Leeds, Bradford et Wakefield. Je dis au moins car le nombre exact des victimes n'a jamais été réellement recensé. Peter Sutcliffe est mort vendredi 13 novembre 2020, à l'âge de 74 ans, des suites du Covid, à la prison de Frankland, où il purgeait une peine de prison à vie pour ses crimes, emportant avec lui ses derniers secrets, les secrets notamment d'un homme qui aura pendant 5 ans réussi à terroriser tout un pays, réussi également à passer miraculeusement entre les mailles d'un filet policier pourtant de plus en plus serré, bénéficiant pour cela d'un incroyable concours de circonstances. L'affaire de l'éventreur du Yorkshire signe ainsi l'un des plus retentissants échecs de la police britannique, des enquêteurs qui avaient le coupable sous la main, sous les yeux et ne l'ont pas vu. Sans le hasard et un coup de chance, Peter Sutcliffe aurait sans doute continué encore et encore à tuer. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, l'histoire de l'éventreur du Yorkshire. Nous sommes au tout milieu des années 70, au centre de l'Angleterre, le début d'une série de meurtres auxquels personne ne prête vraiment attention. Ce 30 octobre 1975, vers 1h du matin, Wilma McCann, 28 ans, sort d'un nightclub dans le quartier de Chapeltown à Leeds. Cette mère célibataire de 4 enfants a beaucoup bu. Il lui arrive occasionnellement de se prostituer. Elle rentre à pied chez elle en longeant une prairie où se trouvent des terrains de foot et de cricket. L'endroit est désert. Une Ford Capri de couleur verte arrive à la hauteur de cette femme à la démarche mal assurée. Au volant, un homme trapu qui lui demande quel est son tarif. Wilma McCann bafouille quelques mots, puis emboîte le pas de l'inconnu descendu de sa voiture. Ce dernier sort soudain un marteau et la frappe violemment. 15 coups portés au cou, à la poitrine et à l'estomac. Le corps de la jeune femme, pantalon baissé et chemisier relevé, est découvert à 7h41 par un livreur de lait, première victime de celui qu'on n'appelle pas encore l'éventreur du Yorkshire. Le 20 janvier 1976, 3 mois après le meurtre de Wilma McCann, à propos duquel la police de Leeds n'a pas de piste, le corps d'Emily Jackson, 42 ans, est découvert dans un dépotoir au milieu de 2 immeubles en ruine de Leeds. La victime, mère de 3 enfants, est connue pour se prostituer à bord d'une camionnette. Elle n'a pas été tuée sur place. On a jeté ici sa dépouille. L'autopsie démontre qu'elle a été tout d'abord assommée avec ce qui s'apparente à un marteau, puis elle a été frappée à 52 reprises avec un tournevis au cou, à la poitrine, au ventre. Son meurtrier lui a écrasé si fort la cuisse qu'elle porte une trace de botte. Le rapprochement avec le meurtre de Wilma McCann n'est pas établi. La police de Leeds ne montre aucun empressement particulier à résoudre ces affaires. Elle croit davantage à un hasard qu'à un serial killer de prostituées. D'autant plus que la série macabre s'arrête. Il faut effectivement attendre 1 an, le 6 février 1977, pour que dans ce même quartier de Leeds, une 3e victime, prostituée, 28 ans, soit signalée, frappée elle aussi à coups de marteau, puis mutilée au ventre avec un couteau. Une 4e femme est attaquée le 24 avril suivant à Bradford, frappée à coups de marteau dans le studio où elle reçoit ses clients. Une trace de botte ensanglantée est retrouvée sur le lieu du crime. Pas de lien entre ces affaires et pas vraiment, sans doute, une volonté forcenée de résoudre ces crimes qui frappent des filles de rue. Il va falloir une 5e victime, beaucoup plus jeune, et qui, elle, ne se prostitue pas pour que l'opinion réagisse et que la police s'intéresse à ce meurtrier invisible.
Le 26 juin 1977, vers 9h45 du matin, 2 enfants découvrent dans un terrain de jeu du centre de Leeds le corps d'une adolescente au pied d'un muret. Elle repose face contre terre, sa jupe en partie arrachée. Elle a été frappée 3 fois à la tête avec un marteau et 20 fois avec un couteau à la poitrine et dans le dos. Le meurtrier a essuyé sa lame sur le corsage. La victime s'appelle Jane McDonald. Elle a 16 ans, ne se prostitue pas. Elle a récemment quitté l'école et travaille comme vendeuse dans un supermarché du coin. L'émotion à Leeds est alors considérable. Pourquoi s'en prendre à une jeune fille qui rentrait chez elle après s'être amusée avec des amis? La police, cette fois, prend subitement l'affaire très au sérieux. Le commissaire de Leeds, Ronald Gregory, confie l'affaire à l'un de ses meilleurs détectives, l'inspecteur en chef George Oldfield. 4 mois après la mort de l'adolescente, une 6e victime apparaît dans ce décompte macabre. Le meurtre ne s'est pas produit cette fois dans la zone de prédilection de Leeds, mais dans une remise du quartier de Chorlton, à Manchester. La femme tuée, 21 ans, Jean Jordan, est à nouveau une prostituée. Vu le mode opératoire, coup de marteau et acharnement à coups de tournevis, la police de Manchester fait aussitôt le rapprochement avec les crimes du Yorkshire. Le sac à main de la victime est retrouvé plus loin. Il a été ouvert, fouillé, mais il contient un indice, un billet de 5 livres tout neuf. Les policiers décident de remonter la piste du billet avec son numéro de série. Il appartient à un lot qui a été retiré de la banque par une entreprise de transport du Yorkshire, l'entreprise Clark. Le patron confirme que ces billets neufs ont servi à payer ses chauffeurs, et notamment l'un d'eux, Peter Sutcliffe. Le 2 novembre 1977, Sutcliffe est interrogé une première fois par la police. Il ne connaît pas cette prostituée. Il ignore tout du billet de 5 livres. La nuit où la jeune femme a disparu, il n'était pas à Manchester, mais pas très loin, en visite chez des parents. La date de la mort étant imprécise, l'alibi est jugé valable. Ironie du sort, Peter Sutcliffe avouera plus tard être retourné près du corps pour retrouver ce fameux billet de 5 livres. Sans résultat, la jeune femme l'avait caché dans une poche secrète de son sac. La panique totale, la peur sur la ville, la piste Sutcliffe existe désormais, mais elle reste en pointillé. D'autant plus que la police va désormais en suivre une autre, et avec insistance, une piste qui ne mène pas du tout au camionneur de Leeds. En 1978, alors que l'insaisissable meurtrier a déjà fait une dizaine de victimes, l'inspecteur George Oldfield, en charge de l'enquête à Leeds, reçoit une première lettre qui dit « Cher monsieur, je ne veux pas vous donner mon nom pour des raisons évidentes, je suis l'éventreur. On me traite de fou, mais vous dites que je suis intelligent et c'est le cas. Mon but est de nettoyer les rues de ces putes. » Celui qui se présente comme l'éventreur va écrire 3 lettres à l'enquêteur Oldfield. Mais surtout, le 17 juin 1979, il lui envoie une cassette audio. Cette fois, il déclare « C'est Jack », référence sans doute à Jack l'éventreur. « Je vois que vous n'arrivez pas à m'attraper. J'ai le plus grand respect pour vous, Georges. Mais bon Dieu, vous n'êtes pas prêt de m'avoir. Je vais continuer encore longtemps. Je ne me vois pas prêt encore d'être pris. » L'inspecteur Oldfield est persuadé d'avoir affaire au tueur de prostituées et à celui de la petite Jane McDonald. L'homme a un fort accent du Wearside, une région du nord de l'Angleterre, au point qu'on va le surnommer Wearside Jack. La police se concentre alors sur cette mystérieuse voix. Il suffit d'entendre le maximum de suspects possibles et bien écouter la manière dont il parle pour trouver le bon. Près de 40 000 hommes vont être ainsi questionnés, parmi lesquels, à pas moins de 9 reprises, le dénommé Peter Sutcliffe. On l'élimine de la liste des suspects car il n'a pas du tout l'accent du Wearside. Les crimes se poursuivent et la voix va à nouveau se manifester. Pour cette fois, s'excuser, indiquer qu'il s'agit d'un canular et qu'elle n'est pas l'éventreur. La police de Leeds n'en croit pas un mot et s'entête. À tort, il s'avérera bien des années plus tard, en 2003, que ce corbeau qui se faisait passer pour le tueur était un homme un peu trop porté sur la bouteille, un certain John Humble qui, pendant plus de 2 ans, aura mené l'enquête sur une fausse piste.
quand Peter Sutcliffe, alors incarcéré, apprendra l'identité de son usurpateur, il prendra un malin plaisir à lui écrire une longue lettre en l'accusant d'avoir du sang sur les mains et, comble de tout, d'avoir retardé son arrestation. Peter Sutcliffe a sans doute gagné beaucoup de temps avec l'histoire du faux éventreur, mais il est presque par miracle passé à travers le tamis de l'enquête, et ce malgré la mise en place d'une équipe spéciale de policiers exclusivement dédiée à enquêter sur ces méfaits. Meurtre après meurtre, les autorités britanniques sont exaspérées par l'impuissance policière, par ce tueur qui effraie la population et défie la loi. Même Margaret Thatcher, effectivement, Premier ministre, va sortir de ses gonds et proposer d'aller elle-même sur le terrain pour retrouver le coupable, puisque, dit-elle, personne n'a l'air de se soucier du sort de ces malheureuses. L'inertie des enquêteurs est montrée du doigt. Une unité spéciale baptisée Reaper Squad, le groupe de l'éventreur, a pourtant été mise sur pied, mais ces hommes fondus sur place. Pas moins de 250 000 personnes entendues en 5 ans, 20 000 maisons perquisitionnées. Le groupe de l'éventreur dispose même d'une espèce de logiciel censé croiser les informations, mais le système est surchargé, il sature, il est inefficace. La police aurait sans doute pu arrêter depuis longtemps Peter Sutcliffe. Dès 1976, une rescapée, frappée à coups de marteau, laissée pour morte dans son appartement de Leeds, décrit précisément l'agresseur. Marcella Claxton aide à la constitution d'un portrait robot très fidèle, ressemblant à s'y méprendre à Peter Sutcliffe. Mais son témoignage est écarté, car elle n'est pas une prostituée, et donc pas une victime potentielle de l'éventreur. La police oubliera encore de comparer les empreintes de bottes retrouvées sur au moins 2 scènes de crime avec celles de Sutcliffe, qu'il avait pourtant au pied lors de ses auditions. Une autre femme, Mo Léa, 21 ans à l'époque, est également une rescapée. Elle racontera plus tard pour la chaîne Sky News ce qu'il s'est passé ce soir-là. Je rentrais à pied chez moi un samedi soir. J'étais sortie avec des amis pour planifier mon 21e anniversaire. J'ai pris un raccourci à travers le terrain qui appartient à l'université de Leeds. J'ai entendu une voix derrière moi. « Hey, salut, comment tu vas ?» Je me suis dit que ça devait être quelqu'un que je connais. C'était une voix légère, très amicale. Donc je me suis rapprochée et j'ai réalisé que je ne le connaissais pas. Je me suis retournée, j'ai repris mon chemin. Je me suis dit que c'était pas vraiment bon signe quand j'ai entendu ses pas derrière moi. J'ai senti que j'étais en danger. Je me suis mise à courir et lui aussi. J'ai accéléré et lui aussi. Et tout à coup, je reçois un énorme coup sur la tête. J'ai perdu connaissance. Je n'ai appris qu'ensuite qu'il m'avait frappé plusieurs fois au crâne avec un marteau. Le 2 janvier 1981, vers 23h, dans le quartier chaud de la petite ville de Sheffield, les policiers Robert Wright et Robert Heights sont attirés par une voiture garée sur le bas-côté de la chaussée, tout feu éteint. À son bord, un homme au volant et côté passager, une fille qu'ils connaissent bien, Olivia Rivers, 24 ans. C'est l'une des prostituées du quartier. Ils s'apprêtent à dresser une amende pour racolage quand ils s'aperçoivent que la voiture porte de fausses plaques d'immatriculation. Le conducteur est conduit au commissariat, mais avant cela, demande à accomplir un besoin urgent derrière un buisson. Au poste de police, le dénommé Peter Sutcliffe admet avoir falsifié les plaques de sa voiture pour éviter, dit-il, des PV. Un policier lui trouve une ressemblance avec le portrait robot de l'éventreur et décide de retourner avec lui sur le lieu, le fameux buisson où l'homme s'est soulagé. Il s'est en fait débarrassé ici d'un marteau et d'un couteau bien aiguisé. Au chef inspecteur John Boyle, premier à le questionner, Sutcliffe avoue calmement « Oui, c'est moi, je suis l'éventreur ». Peter Sutcliffe est sous les verrous. L'étrangleur du Yorkshire laisse derrière lui 13 femmes assassinées, peut-être plus. Il va désormais comparaître devant un tribunal. Le verdict ne fait pas beaucoup de doutes, sauf si l'assassin est reconnu irresponsable de ses actes. Le mardi 5 mai 1981, le procès de Peter Sutcliffe, 34 ans, s'ouvre devant la cour criminelle du tribunal londonien de l'Old Bailey, l'équivalent de notre cour d'assises. Dès le début du procès, l'accusé plaide une responsabilité atténuée. Il dit qu'il n'a pas toute sa tête lorsqu'il était fossoyeur,
il y a de nombreuses années, Dieu en personne lui aurait demandé de tuer des prostituées. Quand le procureur lui fait remarquer que toutes ses cibles n'étaient pas des prostituées, Sutcliffe répond calmement « J'étais parfois sous l'empire de pulsions incontrôlables et lorsque je me trouvais dans cet état, aucune femme n'était à l'abri. » 3 psychiatres estiment que l'accusé souffre d'une forme rare de schizophrénie. Mais les jurés, 6 hommes, 6 femmes, ne suivent pas. Le 22 mai, Peter Sutcliffe est condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Peter Sutcliffe va passer de nombreuses années dans l'unité de haute sécurité de l'hôpital psychiatrique de la prison de Broadmoor. En 2016, alors que son état est considéré comme stable, il est transféré à la prison de Frankland, dans le comté de Durham. À 64 ans, il avait présenté une demande de libération conditionnelle devant la Haute Cour de Londres, requête rejetée. Il se faisait alors appeler Peter Coonan. Le vendredi 13 novembre 2020, le Covid-19 a finalement eu raison de l'éventreur du Yorkshire.